Avec l'effondrement du Troisième Reich, les corps des femmes allemandes sont devenus le nouveau champ de bataille. Celles qui tombaient n'étaient plus des soldats, c'étaient des civils, des mères, des enfants, des femmes âgées. Pour elles, la guerre ne s'est pas terminée en 1945. Une autre forme de violence a commencé, sans uniforme, sans front, sans protection. Durant l'après-guerre, les puissances alliées ont construit un récit de libération morale sans compromis. Les crimes sexuels commis par leurs propres troupes ont été passés sous silence, minimisés ou détruits dans les archives. La mémoire des victimes a été enfouie sous les accords diplomatiques, les intérêts stratégiques et la crainte de briser le mythe des libérateurs. Pourquoi les vainqueurs ont-ils utilisé le corps féminin comme instrument de punition? Que savait le haut commandement? Et que choisit-il de taire? Et dans quelle mesure les Alliés ont-ils torturé les femmes allemandes? L'armée rouge en Allemagne, la violence comme vengeance. Janvier 1945. Les troupes soviétiques franchirent la frontière allemande avec un ordre tacite. Faire payer aux Allemands chaque village incendié, chaque femme violée, chaque enfant assassiné sur le territoire soviétique. Ce qui suivit ne fut pas des actes isolés de soldats incontrôlés, mais une campagne organisée de terreur sexuelle qui allait toucher 2 millions de femmes allemandes. La propagande soviétique avait martelé un message clair dans l'esprit de ses soldats pendant des mois. Ilya Ehrenburg, le journaliste le plus lu du front, écrivait « Les Allemands ne sont pas des êtres humains. Si vous avez tué un Allemand, tuez-en un autre. Rien n'est plus amusant pour nous que les cadavres allemands. » Mais ces articles allaient au-delà du combat. Ils préconisaient spécifiquement de briser la fierté de la femme allemande comme moyen de parvenir à la victoire totale. Les soldats de l'armée rouge avaient vu leurs maisons détruites, leurs familles massacrées. Ils avaient traversé des milliers de territoires dévastés où chaque village racontait la même histoire d'horreur nazie. Ils posaient maintenant le pied sur une Allemagne assoiffée de vengeance et les femmes allemandes allaient devenir l'objet de cette vengeance. Le premier cas documenté s'est produit à Nemmersdorf, en Prusse orientale. Les troupes soviétiques sont entrées dans la ville le 21 octobre 1944. Lorsque les Allemands l'ont temporairement reprise quelques jours plus tard, ils ont découvert une scène à glacer le sang. Des femmes clouées nues aux portes de granges, des jeunes filles violées et assassinées, et des femmes âgées mutilées sexuellement. Les corps portaient des traces de tortures sexuelles extrêmes avant la mort. Cette scène allait se répéter des milliers de fois à mesure que l'armée rouge avançait. Mais la violence soviétique avait quelque chose d'unique. Elle était collective, ritualisée et bénéficiait de l'approbation tacite du commandement militaire. Staline lui-même exprima sa philosophie à ce sujet lorsqu'il fut informé des viols massifs. Il faut comprendre le soldat qui a parcouru des milliers de kilomètres dans le sang et la mort et qui veut s'amuser avec une femme. À Königsberg, les soldats organisaient des concours pour voir qui violerait le plus de femmes en une nuit. À Wrocław, ils créèrent des bordels forcés où des femmes allemandes étaient retenues comme esclaves sexuelles pour des bataillons entiers. À Berlin, le viol devint un spectacle public. Les soldats violaient des femmes dans la rue tandis que d'autres faisaient la queue pour attendre leur tour. Les chiffres révèlent l'ampleur de l'horreur. À Berlin, au moins 100 femmes furent violées lors de la bataille finale. Nombre d'entre elles furent agressées entre 15 et 70 fois par différents soldats. Les hôpitaux rapportèrent que 90% des Berlinoises avaient contracté des maladies vénériennes en août 1945. Des milliers d'entre elles moururent d'hémorragies internes, d'infections ou se suicidèrent. Les méthodes de viol soviétiques suivaient des schémas cohérents qui suggéraient une organisation plutôt que le chaos. Les soldats effectuaient systématiquement des descentes dans chaque bâtiment, séparaient les hommes des femmes, puis procédaient à des viols collectifs qui pouvaient durer des heures. Ils ignorèrent l'âge. Les dossiers médicaux des victimes incluaient des fillettes de 8 ans jusqu'à des femmes de 84 ans. Anna, une Berlinoise de 22 ans, a survécu et a pu raconter son histoire des décennies plus tard. 12 soldats sont arrivés. Ils m'ont violée à tour de rôle toute la nuit. Quand l'un s'arrêtait, le suivant commençait. Ils m'ont dit que c'était le prix à payer pour Hitler. À l'aube, je ne pouvais plus marcher. Ils m'ont laissé en sang dans la cave, avec mon bébé en pleurs à mes côtés. Le sadisme atteignit des sommets inimaginables. Dans les villages de Silésie, les soldats empalaient des femmes enceintes et clouaient des bébés vivants aux portes des églises.
En Poméranie, ils organisèrent des viols publics sur les places des villages, forçant des familles entières à assister aux sévices. Ceux qui tentaient d'intervenir étaient immédiatement exécutés. Les officiers soviétiques non seulement toléraient, mais participaient activement. Le général Fyodor Tolboukine autorisait ses troupes à jouer pendant 3 jours dans chaque ville conquise. Le maréchal Gueorgui Joukov stipulait que les plaintes des civils concernant les violations seraient systématiquement ignorées. Ces violations avaient reçu une sanction officielle. Les Allemandes élaborèrent des stratégies de survie désespérées. Elles se coupèrent les cheveux, s'habillèrent comme des vieilles femmes et se cachèrent dans des sous-sols pendant des semaines. Nombre d'entre elles préférèrent se suicider plutôt que d'être violées. À Demmin, 900 personnes se suicidèrent collectivement à l'arrivée de l'armée rouge. Des mères empoisonnèrent leurs filles avant de se donner la mort. Mais le plus révélateur était peut-être l'attitude des soldats eux-mêmes. Lors d'entretiens ultérieurs, des vétérans soviétiques parlaient ouvertement du viol comme s'il était une évidence. « Nous étions sans femmes depuis 4 ans », a expliqué un ancien sergent. « Les Allemands avaient tué nos femmes. Il était normal que nous prenions les leurs. » Un opérateur téléphonique de l'armée rouge a déclaré plus tard « Nous voulions voir les Allemands humiliés comme ils nous avaient humiliés. Voir leurs femmes pleurer nous a donné satisfaction. C'était notre revanche. » Cette mentalité n'était pas individuelle, elle était institutionnelle, promue d'en haut et célébrée dans les rangs. Le système médical soviétique a méticuleusement documenté les conséquences de ces viols, mais les rapports ont été immédiatement classés secrets. Des épidémies de syphilis et de gonorrhée se sont propagées parmi les soldats allemands et leurs victimes. Des milliers de femmes sont devenues stériles. D'autres ont développé de graves troubles psychologiques qui les ont laissés handicapés à vie. Les enfants nés de ces beaux droits, appelés enfants russes, ont grandi sans identité paternelle et ont souvent été rejetés par leur mère traumatisée. On estime qu'au moins 150 enfants sont nés des suites directes de viols commis par les troupes soviétiques, créant une génération marquée par les violences sexuelles de la guerre. L'aspect le plus troublant du cas soviétique n'était pas le nombre, mais la systématisation. Le viol n'était pas un acte militaire de désordre, mais une politique d'État officieuse. C'était une vengeance institutionnalisée, une humiliation nationale délibérée, une guerre psychologique poussée jusqu'à ses ultimes conséquences. L'armée rouge avait fait du corps féminin allemand le champ de bataille final de la Seconde Guerre mondiale. Goumier français, le rituel silencieux de la guerre. Mai 1945. Alors que le monde célébrait la victoire alliée, une tragédie se déroulait dans les vallées du Bade-Wurtemberg, que la France allait tout faire pour effacer de l'histoire. Les troupes coloniales françaises, en particulier les redoutables goumiers marocains, perpétrèrent des atrocités d'une brutalité comparable à celle de n'importe quelle armée de guerre. Cependant, contrairement à d'autres crimes alliés, ces atrocités allaient rester cachées pendant des décennies. Les goumiers arrivèrent en Allemagne avec une réputation terrifiante. En Italie, après la bataille du mont Cassine, ils avaient systématiquement violé entre 2 et 7 Italiennes, ce qui allait devenir le maroquinat. Le haut commandement français était pleinement conscient de cette histoire, mais décida de déployer ses troupes sur le territoire allemand sans restriction particulière. L'efficacité militaire importait davantage que la protection des civils. Le général Jean Delattre de Tassigny reçut le premier rapport de viol collectif le 8 avril 1945, quelques jours seulement après la traversée du Rhin. Ce rapport, envoyé de Freudenstadt, décrivait une orgie de violence qui avait fait des dizaines de morts et des centaines de viols. La réponse de Delattre fut révélatrice. Il classa le document et transféra les troupes concernées dans une autre zone. Les méthodes employées par les troupes coloniales françaises différaient sensiblement de celles des autres armées. Alors que les Soviétiques frappaient par vengeance et les Américains par opportunisme, les goumiers faisaient du viol un véritable rituel de guerre. Ils torturaient leurs victimes pendant des heures, les mutilaient sexuellement et les assassinaient fréquemment de manière particulièrement cruelle. À Pforzheim, les goumiers établirent ce que les documents allemands appelaient des camps de viol. Ils capturaient des femmes de toute la région, les concentraient dans des bâtiments abandonnés et les soumettaient à des violences collectives pendant des jours, voire des semaines. Celles qui survivaient étaient libérées en guise d'avertissement pour les autres femmes, tandis que beaucoup disparaissaient tout simplement.
Marie Kessler, 19 ans, fut capturée lors d'un raid nocturne à Karlsruhe. Des décennies plus tard, elle raconterait « J'ai été emmenée avec 12 autres femmes dans une usine désaffectée. Pendant 5 jours, des groupes de soldats nous ont violés sans interruption. Ils ne nous donnaient ni eau ni nourriture. Lorsqu'ils en avaient fini avec une femme, ils la battaient jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. 4 femmes y sont mortes. J'avais l'intention de mourir pour qu'ils me laissent tranquille. » Les dossiers médicaux allemands de la région révèlent des détails flagrants sur les méthodes de torture employées. Les victimes arrivaient à l'hôpital avec des blessures que les médecins pouvaient à peine décrire, objets enfoncés dans les parties génitales, seins amputés, organes reproducteurs mutilés. Un rapport médical de Baden-Baden précise « Les blessures observées suggèrent un sadisme extrême et prémédité, bien plus grave que celui observé chez les soldats d'autres nationalités. » La réponse institutionnelle française fut un véritable chef-d'œuvre de dissimulation. Lorsque des plaintes de civils allemands furent reçues, elles furent immédiatement requalifiées en « problèmes disciplinaires mineurs ». Les médecins militaires français reçurent l'ordre de ne pas documenter les cas de maladies vénériennes pouvant suggérer un viol. Les aumôniers qui signalaient des abus furent mutés ou menacés de cour martiale. Le colonel Pierre Messmer, futur Premier ministre français, supervisa personnellement la destruction de documents compromettants. Dans un mémorandum interne de 1946, il écrivait « La réputation de puissance civilisatrice de la France ne saurait être ternie par des allégations sur la conduite des troupes coloniales. Ces documents ne doivent pas exister. » Des milliers de rapports, de témoignages et de preuves médicales furent brûlés ou transférés dans des archives inaccessibles. La conspiration du silence s'étendit également aux autorités allemandes. Le nouveau gouvernement de Konrad Adenauer, soucieux de réintégrer le monde occidental, évita toute accusation susceptible de compliquer les relations avec la France. Les victimes furent doublement trahies, d'abord par leurs agresseurs, puis par leurs propres dirigeants politiques. Les témoignages qui ont survécu révèlent des schémas de violence uniques. Les goumiers ciblèrent spécifiquement les vierges et les femmes enceintes, et leur infligeaient des tortures particulières. Ils développèrent des rituels de viol, comprenant des mutilations cérémonielles et des meurtres ritualisés. Dans certains villages, ils violaient des femmes devant des crucifix dans les églises, profanant ainsi délibérément les symboles chrétiens. Elisabeth Weber, violée à Rastatt à l'âge de 16 ans, se souvient « Ils ne m'ont pas seulement violée, ils m'ont coupé les cheveux, marqué mon visage avec des lames de rasoir et forcé à proférer des blasphèmes pendant qu'ils me torturaient. Ils m'ont dit qu'ils voulaient que je me souvienne à jamais que j'avais été possédé par l'Afrique. La haine dans leurs yeux était différente. Ce n'était pas du désir, c'était un rituel. » Les chiffres exacts restent controversés en raison de la dissimulation des faits, mais des estimations prudentes suggèrent qu'au moins 15 femmes allemandes ont été violées par les troupes coloniales françaises. Les taux de mortalité étaient nettement plus élevés que dans les autres armées. Environ 20% des victimes sont mortes des suites de blessures, d'infections ou d'un suicide. Le silence de la France sur ces crimes perdura pendant des décennies. Dans les mémoires militaires, les commémorations des anciens combattants et les livres d'histoire officiels, les troupes coloniales apparaissent exclusivement comme des libérateurs héroïques. Les archives du ministère français de la Défense sur la conduite de ces troupes restent classifiées à ce jour, et les rares enquêtes universitaires se heurtent à des obstacles institutionnels systématiques. Guerre a soigneusement construit un récit de libération civilisée qui a complètement ignoré ces crimes. Ils furent célébrés lors des défilés de la victoire et décorés pour leur service, tandis que leurs victimes restaient réduites au silence par le traumatisme, la honte et l'indifférence officielle. Cette amnésie sélective permit à la France de préserver son image de puissance civilisatrice sans affronter les contradictions de son propre impérialisme militaire. Les enfants nés de ces beaux droits, appelés « enfants de la guerre », grandissaient sans identité paternelle et étaient souvent abandonnés par des mères incapables de surmonter le traumatisme. Nombre d'entre eux étaient donnés à l'adoption ou élevés dans des orphelinats, créant ainsi une nouvelle génération de victimes silencieuses de crimes officiellement inexistants. Troupes américaines, le marché du sexe d'après-guerre. La propagande américaine avait vendu au monde l'image du GI comme libérateur démocratique, soldat citoyen ayant apporté la liberté et les valeurs américaines à l'Europe. Ce récit, relayé par Hollywood et les médias,
a occulté une réalité bien plus complexe. Des milliers de soldats américains ont commis des crimes sexuels en contradiction directe avec l'image héroïque officielle, révélant les tensions entre idéaux affichés et comportements réels sous occupation militaire. Le cas américain présente des caractéristiques uniques qui le distinguent des autres armées. Alors que les soviétiques violaient par vengeance institutionnalisée et les troupes coloniales par sadisme ritualisé, les soldats américains ont développé un système de coercition sexuelle apparemment plus civilisé, mais tout aussi dévastateur. L'échange de la survie contre des rapports sexuels dans une économie d'occupation où ils contrôlaient toutes les ressources vitales. La politique de non-fraternisation créait les conditions idéales pour des abus systématiques. Officiellement, les soldats n'étaient pas autorisés à fréquenter les Allemands. En pratique, cette interdiction était appliquée de manière sélective. Les relations sexuelles continuaient en masse, mais les Allemandes perdaient toute protection juridique lorsqu'elles étaient criminalisées comme collaboratrices, si elles dénonçaient des abus. Le système fonctionnait avec une simplicité brutale. Les soldats américains contrôlaient la distribution de nourriture, de médicaments, de permis de voyage, d'emploi et de toutes les ressources nécessaires à la survie dans une Allemagne dévastée. Les femmes allemandes, dont beaucoup étaient veuves avec des enfants affamés, étaient confrontées à un choix impossible, sacrifier leur vie sexuelle pour survivre ou voir leur famille mourir. Margaret Fisher, veuve de 34 ans et mère de 3 enfants, a décrit des décennies plus tard le fonctionnement du système. Le sergent Johnson contrôlait les rations de notre district. Il m'a dit sans détour que si je voulais nourrir mes enfants, je devais être gentil avec lui. Ce n'était pas un viol au sens classique du terme. Mais ce n'était pas non plus un véritable choix. Mes enfants mouraient de faim. Un rapport du gouvernement militaire de l'armée américaine en Allemagne, daté d'avril 1946, reconnaissait en termes diplomatiques que l'extrême dépendance économique de la population civile allemande a généré des relations de pouvoir qui, dans certains cas, peuvent être sujettes à des abus abusifs de la part du personnel militaire. Des archives militaires américaines, partiellement déclassifiées dans les années 1990, révèlent que le haut commandement était pleinement conscient de ces arrangements. Un mémorandum du général Lucius Clay reconnaît que les relations transactionnelles entre le personnel militaire et les femmes allemandes sont devenues systématiques et problématiques. Cependant, la réponse n'a pas consisté à mettre fin aux abus, mais plutôt à éviter les scandales publics. Le racisme structurel de l'armée américaine s'est manifesté de manière brutale dans sa gestion des crimes sexuels. Les soldats afro-américains ont été jugés, condamnés et exécutés avec une fréquence disproportionnée, tandis que les soldats blancs ayant commis des crimes identiques ont reçu des peines moins lourdes ou sont restés impunis. Entre 1944 et 1946, 79 soldats ont été exécutés pour viol sur le théâtre européen. 75 d'entre eux étaient afro-américains. Le cas du soldat James Henderson illustre cette discrimination. Henderson, un afro-américain, a été exécuté pour avoir violé une Allemande sur la seule base de son témoignage sans preuve matérielle. Le même jour, le soldat blanc Robert Mills a été déclaré non coupable de viol collectif, malgré des preuves médicales accablantes. Le procureur militaire a expliqué que Mills avait été soumis à un stress extrême au combat. En 2014, les Archives nationales des États-Unis ont publié un lot de documents intitulé « Mesures disciplinaires dans l'Europe d'après-guerre » qui comprenait 239 cas de coercition sexuelle précédemment classés, dont beaucoup impliquaient une falsification de preuves, des témoins ignorés ou des décisions délibérément biaisées. Les méthodes de coercition américaines étaient plus subtiles, mais tout aussi efficaces que la violence directe. Les soldats ont mis au point des systèmes élaborés de chantage sexuel. Ils contrôlaient les emplois sur les bases militaires, les permis de voyager entre les zones d'occupation, l'accès aux soins médicaux et les licences commerciales. Les Allemandes qui avaient besoin de ces services étaient confrontées à des demandes sexuelles routinières. Un rapport confidentiel de l'inspecteur général de l'armée, daté d'août 1946, documentait que les échanges sexuels contre des faveurs administratives étaient devenus monnaie courante dans de nombreux commandements. Le document, classé secret défense pendant 50 ans, reconnaissait que ces pratiques constituaient une coercition sexuelle systématique, mais recommandait seulement
une plus grande discrétion de la part du personnel concerné. Les documents du Comité du Congrès sur les affaires militaires de 1947 montrent également que, bien que plusieurs sénateurs aient demandé une enquête sur une conduite inappropriée en Allemagne, les demandes ont été abandonnées pour des raisons de sécurité nationale. Les victimes américaines étaient confrontées à une stigmatisation particulière. Contrairement aux femmes violées par des ennemis, celles victimes des libérateurs étaient accusées de collaboration volontaire. Leur propre communauté les rejetait, les qualifiant de prostituées américaines, tandis que les autorités d'occupation les qualifiaient de femmes de mauvaise réputation ayant séduit des soldats innocents. Ruth Ackerman avait 17 ans lorsqu'elle a été violée par 3 soldats américains à Munich. Ils m'ont arrêtée pour avoir marché après le couvre-feu, se souvient-elle. Ils m'ont emmenée dans une maison abandonnée et m'ont violée toute la nuit. Lorsque j'ai tenté de porter plainte, ils m'ont dit que j'avais tenté les soldats et que je risquais d'être arrêté pour prostitution. Je n'en ai plus jamais parlé. Le système judiciaire militaire américain a mis au point des mécanismes sophistiqués pour minimiser ces crimes. Les affaires étaient systématiquement requalifiées de viol en conduite indécente, de agression sexuelle en fraternisation non autorisée. Cette manipulation statistique a maintenu les chiffres officiels à un niveau bas, alors que la réalité sur le terrain restait dévastatrice. Les dossiers du juge-avocat général révèlent 11 400 cas officiels de inconduite sexuelle commises par les troupes américaines en Allemagne entre 1945 et 1947. Cependant, ces chiffres ne représentent que les cas officiellement signalés et poursuivis. Le chiffre réel, incluant la coercition sexuelle systématique et les cas non signalés, dépasse probablement les 50 incidents. Les pressions diplomatiques visant à préserver l'image morale des États-Unis pendant la guerre froide ont abouti à une dissimulation systématique. L'administration Truman pensait que la reconnaissance des crimes sexuels de masse aurait fourni des arguments précieux à la propagande soviétique. Les affaires rendues publiques étaient rapidement classées, minimisées ou présentées comme des aberrations individuelles. Hollywood a joué un rôle crucial dans la perpétuation du récit héroïque. Les films sur l'occupation présentaient exclusivement les soldats américains comme des libérateurs bienveillants, tandis que les histoires des victimes allemandes étaient systématiquement exclues. Cette mythologie culturelle est devenue si puissante que les victimes elles-mêmes ont intériorisé la culpabilité d'avoir été maltraitées par les gentils. Les enfants nés de ces relations coercitives, estimés à au moins 8000, ont grandi dans un vide juridique et social. Officiellement, ils étaient des « enfants de la libération », symbole de la renaissance démocratique de l'Allemagne. En réalité, nombre d'entre eux étaient le fruit de viols systématiques, élevés par des mères traumatisées, incapables d'assimiler ce qui s'était passé sans remettre en question l'ensemble du récit de la libération alliée. Le Royaume-Uni, la guerre qui n'a jamais été archivée. Le silence britannique sur les crimes sexuels commis durant l'occupation de l'Allemagne n'était pas accidentel, mais habilement conçu. Tandis que d'autres alliés laissaient des preuves documentaires de leurs exactions, le système britannique a mis au point la dissimulation la plus sophistiquée et la plus efficace de la guerre. La prétendue supériorité morale britannique ne résidait pas dans un meilleur comportement, mais dans une capacité supérieure de dissimulation. La méthode britannique différait radicalement de celle des autres armées. Il n'y avait pas de viol collectif comme chez les soviétiques, pas de sadisme ritualisé comme chez les troupes coloniales françaises, ni de système de coercition comme chez les Américains. Les crimes britanniques étaient plus sélectifs, individualisés et soigneusement dissimulés dès leur perpétration. La structure de classe de l'armée britannique a créé une dynamique unique en matière d'abus sexuels. Les officiers, formés dans des écoles publiques et des universités d'élite, participaient rarement directement au viol. Les crimes étaient principalement commis par des soldats de la classe ouvrière, en particulier des troupes coloniales des Caraïbes et d'Asie, ce qui offrait un double avantage pour dissimuler les faits, la protection de la réputation institutionnelle et des privilèges de classe. La justice militaire britannique a développé des techniques de dissimulation utilisées par d'autres armées. Les cas de viol étaient systématiquement requalifiés en trouble à l'ordre public ou conduite inconvenante. Les témoignages de victimes allemandes étaient systématiquement discrédités, qualifiés de propagande ennemie
ou de tentative de chantage. Les preuves médicales étaient confisquées ou détruites sous prétexte de sécurité opérationnelle. Le major James Crawford Smith, du corps juridique militaire britannique, expliqua la philosophie officielle dans un mémorandum de 1946. La réputation de l'Empire en tant que force civilisatrice ne peut être compromise par des allégations de mauvaise conduite de la part d'éléments subordonnés. Tous les cas doivent être traités avec la plus grande discrétion afin d'éviter tout scandale inutile. Des dossiers déclassifiés du bureau du juge-avocat général révèlent qu'entre 1945 et 1947, plus de 120 procédures disciplinaires ont été menées contre des soldats britanniques pour inconduite sexuelle, mais que seules 11 d'entre elles ont abouti à un procès formel et que, dans tous les cas, les accusations ont été abandonnées avant le verdict. Ces chiffres ne reflètent pas une absence de crime, mais plutôt une stratégie institutionnelle de minimisation juridique. Les archives disponibles, fragmentaires en raison de politiques de classification exceptionnelles, suggèrent que les crimes britanniques suivaient des schémas géographiques spécifiques. Les viols étaient concentrés dans les zones rurales du Schleswig-Holstein et de Basse-Saxe, où la surveillance militaire était limitée et où les victimes avaient moins accès aux autorités chargées de signaler les faits. À Celle, un cas documenté impliquait des soldats du Yorkshire Regiment qui avaient mis en place ce qu'ils décrivaient comme un service de divertissement pour les officiers de passage. De jeunes femmes allemandes étaient recrutées grâce à des promesses de travail à la base militaire, puis détenues dans des casernes et contraintes de fournir des services sexuels. L'affaire n'a été découverte que lorsqu'une victime s'est échappée et a été portée à la connaissance des autorités civiles allemandes. La réponse institutionnelle fut révélatrice. Au lieu d'enquêter et de punir les responsables, le haut commandement transféra l'ensemble du régiment dans une autre zone et qualifia l'incident de « problème de discipline interne résolu de manière satisfaisante ». Les victimes furent menacées d'arrestation pour association avec des militaires ennemis si elles parlaient publiquement de l'affaire. Les troupes coloniales britanniques présentaient des problèmes particuliers de dissimulation. Les soldats caribéens et asiatiques, victimes d'un racisme systématique au sein même de l'armée britannique, exprimaient leur frustration par des violences sexuelles contre des femmes allemandes. Les officiers britanniques, plus soucieux de maintenir les hiérarchies raciales que de protéger les civils allemands, toléraient ces abus comme une soupape de sécurité pour les tensions raciales. À Hanovre, un bataillon de troupes caribéennes créa ce que des documents internes décrivaient comme un quartier de divertissement non officiel. Des femmes allemandes étaient réquisitionnées pour des services sexuels selon un système de rotation organisé. Les officiers britanniques connaissaient et toléraient ce système, le considérant comme préférable à des problèmes disciplinaires plus graves au sein de troupes aux prises avec des tensions raciales. Le brigadier Geoffrey Thompson, commandant régional, a écrit dans son journal « Les troupes de couleur ont besoin de certaines dispositions pour maintenir le moral et la discipline, mieux vaut qu'elles déversent leur colère sur les frelons plutôt que de causer des ennuis à notre personnel. C'est une solution pratique à un problème délicat. » Plusieurs rapports internes du ministère de la Guerre, actuellement conservés aux Archives nationales, Royaume-Uni, sous classification spéciale, demeurent inaccessibles même après une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information. Certains documents portent des étiquettes de conservation datant de 2070, témoignant de la sensibilité persistante du sujet. Les méthodes de documentation britanniques étaient particulièrement sophistiquées. Contrairement à d'autres armées qui archivaient des preuves compromettantes, les Britanniques ont développé des systèmes visant à empêcher l'existence de preuves. Les rapports de viol étaient recueillis oralement mais jamais transcrits. Les victimes étaient dissuadées de déposer plainte par intimidation bureaucratique. Les médecins militaires avaient pour instruction de ne pas documenter les blessures pouvant suggérer des violences sexuelles. Le système de censure des notices, en place depuis 1921, fut utilisé après la guerre pour dissuader les médias britanniques de couvrir les incidents négatifs impliquant les forces d'occupation. Les archives du cabinet Office font état d'échanges entre le ministère de la Défense et les rédacteurs en chef de journaux nationaux, dans lesquels étaient mentionnés des sujets incompatibles avec l'intérêt national, y compris toute référence à un viol en Allemagne.
Ce manque de documentation fut plus tard utilisé pour prouver que les crimes n'avaient pas eu lieu. Les historiens britanniques officiels ont soutenu pendant des décennies que l'absence de registres sur les viols prouvait la discipline supérieure des troupes britanniques, ignorant délibérément le fait que cette absence résultait de politiques de dissimulation et non de l'absence de crimes. Les témoignages de victimes, recueillis des décennies plus tard par des chercheurs indépendants, révèlent des schémas constants de violence et d'intimidation. Helen Richter, violée par des soldats écossais en 1945, se souvient « Après l'agression, un officier m'a dit que si je parlais de l'incident, je serais arrêté pour activité anti-alliée. Il m'a expliqué que ma famille perdrait ses rations alimentaires et que nous pourrions être expulsés de notre maison. Le message était clair, silence ou conséquences. » À la suite de la conférence de Londres de 1946, le Royaume-Uni et les États-Unis signèrent des directives conjointes visant à préserver le prestige des forces alliées dans les zones occupées, qui prévoyaient notamment de supprimer les plaintes officielles, de décourager la recherche universitaire et de détruire les dossiers médicaux potentiellement compromettants. Cette crainte n'était pas juridique, mais de la propagande. Elle visait à empêcher l'URSS d'exploiter ces crimes pour se discréditer sur la scène internationale. Le contraste entre zones urbaines et rurales était particulièrement marqué dans le secteur britannique. Dans des villes comme Hambourg et Brême, où la présence des autorités civiles et des observateurs internationaux était importante, les crimes sexuels étaient soigneusement évités ou immédiatement dissimulés. Dans les villages ruraux, où les témoins étaient limités et les victimes facilement intimidables, les violences sexuelles étaient plus fréquentes et brutales. Germanisation progressive de l'administration civile créa de nouvelles opportunités de dissimulation. À mesure que des Allemands occupaient des postes administratifs locaux, ils étaient soigneusement sélectionnés pour leur volonté de coopérer avec les autorités britanniques et de garder le silence sur les incidents passés. Cette cooptation des élites locales assura la complicité allemande dans la dissimulation des crimes britanniques. Les dossiers du ministère des Affaires étrangères, partiellement déclassifiés dans les années 1990, révèlent une préoccupation constante pour le maintien du prestige britannique en Europe continentale. Une note de 1947 explique que les allégations de mauvaise conduite militaire pourraient sérieusement compromettre la position britannique dans les négociations d'après-guerre et doivent être traitées avec la plus grande discrétion. Le pacte du silence, dissimulation et déni officiel. La construction du silence officiel sur les crimes sexuels alliés ne fut pas un phénomène spontané, mais une opération d'ingénierie historique coordonnée. Les puissances victorieuses comprirent immédiatement que reconnaître ces atrocités aurait détruit le récit fondamental de libération morale qui justifiait leur victoire et légitimait le nouvel ordre international qu'elles étaient en train de bâtir. Le mécanisme de dissimulation a commencé avant la fin de la guerre. En février 1945, alors que des viols massifs se produisaient sur le sol allemand, les Alliés coordonnaient déjà leur stratégie de contrôle de l'information. Un mémorandum conjoint des services de renseignement britanniques, américains et français a établi des principes pour traiter les informations sensibles susceptibles de compromettre les objectifs stratégiques alliés. Les procès de Nuremberg ont constitué le premier test majeur de cette stratégie du silence. Les procureurs alliés disposaient d'une documentation abondante sur les viols collectifs commis par leurs propres troupes, notamment des rapports médicaux détaillés, des témoignages et des aveux de soldats. Cependant, ils ont élaboré une doctrine juridique qui excluait systématiquement ces crimes du procès. Le procureur général des États-Unis, Robert Jackson, a exposé la philosophie sous-jacente lors d'une réunion à huis clos. Ce tribunal existe pour établir la supériorité morale des Alliés sur le nazisme. Inclure les crimes alliés ne servirait pas la justice, mais occulterait la distinction fondamentale entre civilisation et barbarie que nous tentons d'établir. Cette exclusion délibérée ne relevait pas d'une surveillance judiciaire, mais d'une faute politique délibérée. Les crimes sexuels commis par les Alliés furent requalifiés en incidents disciplinaires internes, hors de la juridiction internationale. Un précédent juridique pervers fut ainsi créé. Les mêmes actes constituaient des crimes de guerre lorsqu'ils étaient commis par des Allemands, mais une indiscipline militaire lorsqu'ils étaient perpétrés par des Alliés.
La manipulation des fichiers a atteint des proportions industrielles. Chaque puissance alliée a développé des systèmes sophistiqués pour contrôler, altérer ou détruire les preuves compromettantes. Les Soviétiques ont tout simplement classé secret d'État et ont transféré les documents vers des archives inaccessibles à Moscou. L'Occident a employé des méthodes plus subtiles, mais tout aussi efficaces. Le système américain était emblématique. Le général Marshall émit la directive 47G en août 1945, stipulant que tous les signalements d'inconduite sexuelle de la part du personnel allié seraient automatiquement classifiés et transmis à une unité spéciale du Pentagone. Cette unité, connue sous le nom de section de révision historique, avait pour mandat explicite de protéger la réputation de l'institution par un traitement approprié des informations sensibles. La section a eu recours à des techniques sophistiquées de manipulation de documents. Les rapports originaux sur les violations ont été modifiés pour en supprimer les références spécifiques, reclassés dans des catégories vagues telles que problèmes disciplinaires, puis classés dans des endroits dispersés afin d'entraver les enquêtes ultérieures. Les documents les plus compromettants ont été purement et simplement détruits, les archives de ces destructions étant également classifiées. La France a peut-être développé le système d'élimination des preuves le plus efficace. Le service historique de l'armée de terre a établi des protocoles exigeant un examen de sécurité nationale pour tous les documents relatifs aux troupes coloniales. En pratique, cela signifiait la destruction automatique de tout document susceptible de suggérer un comportement inapproprié de la part des soldats africains sous commandement français. Le colonel Henri Zeller, directeur du service, expliqua cette politique dans un mémorandum de 1947. La grandeur de la France repose sur le maintien de l'image de ses forces armées comme instrument de civilisation. Les documents qui contredisent cette image ne servent pas l'intérêt national et doivent être éliminés afin d'éviter de futurs malentendus. Le Royaume-Uni a employé des méthodes encore plus sophistiquées. Au lieu de détruire les documents compromettants, il a mis au point des systèmes de classification perpétuelle rendant l'accès impossible sans l'autorisation du Premier ministre. La loi sur les secrets officiels a été interprétée comme signifiant que toute enquête sur la conduite militaire britannique en Allemagne constituait une menace pour la sécurité nationale. Des dossiers du cabinet révèlent des réunions secrètes entre 1946 et 1948. Au cours desquels les ministres ont discuté de la gestion à long terme d'informations sensibles concernant l'occupation. Winston Churchill, alors chef de l'opposition, a averti que les révélations sur les abus militaires pourraient être exploitées par les ennemis de l'Empire et doivent être protégées par un secret défense permanent. Une instruction interne du ministère britannique de la Défense de 1949 imposait que tout document faisant directement référence à des agressions sexuelles commises par des soldats britanniques soit retiré de la circulation et restitué aux archives nationales à la seule condition d'être scellé pendant 75 ans. De telles mesures ont délibérément prolongé l'accès du public à des preuves qui auraient permis une enquête plus approfondie sur l'ampleur du problème. La coordination internationale de la dissimulation fut officialisée par des accords secrets entre les puissances alliées. Le protocole de Londres de 1947, classifié jusqu'en 1997, établissait des procédures standards pour le traitement d'informations historiques sensibles, susceptibles d'affecter les relations alliées ou leurs engagements en matière d'objectifs stratégiques communs. Ce protocole créait des mécanismes de consultation mutuelle avant la déclassification de tout document relatif à la conduite militaire pendant l'occupation. En pratique, cela signifiait que chaque puissance disposait d'un droit de veto sur des révélations susceptibles d'embarrasser d'autres puissances. Il en résulta un silence coordonné qui dura des décennies. Même sur le terrain, des instructions visant à supprimer les plaintes civiles furent appliquées. Un mémorandum américain du Bureau des Affaires civiles de Stuttgart, 1946, ordonna aux autorités militaires d'ignorer les plaintes des civils allemands par objectivité culturelle et suggéra de rediriger ces plaintes vers des canaux internes où, précisait-il, aucun dossier officiel ne devait être conservé, sauf en cas de présence de témoins militaires. La manipulation s'étend également aux discours universitaires émergents. Les universités bénéficiant de financements gouvernementaux pour leurs recherches historiques ont été subtilement orientées vers des sujets appropriés.
Les projets sur les crimes nazis ont bénéficié d'un soutien généreux, tandis que la recherche sur le comportement des Alliés s'est heurtée à des obstacles bureaucratiques et financiers. Le professeur James Davidson, historien à Cambridge qui a tenté d'enquêter sur les crimes britanniques en 1952, a décrit les pressions auxquelles il a été confronté. « Mon projet de recherche a été rejeté car il ne servait pas l'intérêt public. Mes collègues m'ont averti que persister pourrait nuire à ma carrière universitaire. Le message était clair, certains sujets étaient tabous. En Allemagne de l'Ouest, les programmes d'histoire moderne dispensés par les universités régionales étaient périodiquement examinés par des comités conjoints germano-alliés. Ces comités pouvaient opposer leur veto aux projets jugés politiquement inappropriés. En 1953, l'université de Heidelberg a abandonné une thèse de doctorat sur les violences sexuelles pendant l'occupation après avoir reçu des avertissements diplomatiques de l'ambassade américaine. La presse était également soigneusement encadrée. Les rédacteurs en chef des principaux journaux recevaient régulièrement des informations des services de renseignement sur les lignes éditoriales appropriées concernant les questions d'occupation. Les articles sur les crimes alliés étaient systématiquement déconseillés car jugés sans intérêt médiatique ou potentiellement source de division pour l'unité nationale. Lord Beaverbrook, propriétaire du Daily Express, expliqua cette politique lors d'une conférence de presse en 1948. « Notre rôle est de renforcer le moral national et non de jeter le doute sur nos héros de guerre. Les histoires qui ternissent la réputation de nos forces armées ne servent pas l'intérêt public, aussi vraies soient-elles. » Les programmes radiophoniques d'après-guerre étaient également filtrés. Dans la zone d'occupation britannique, la BBC et les autres radiodiffuseurs sous contrôle allié avaient pour instruction d'éviter tout contenu susceptible de renforcer les sentiments revanchards ou de remettre en question la libération. Des versions censurées de documentaires sur l'Allemagne d'après-guerre sont conservées aux archives de la Broadcasting House. La complicité allemande ajouta une dimension supplémentaire à la dissimulation. Les nouvelles autorités ouest-allemandes, dépendantes du soutien des Alliés pour leur reconstruction et leur légitimité politique, évitèrent systématiquement toute dénonciation susceptible de compliquer les relations avec les occupants. Les victimes furent réduites au silence non seulement par leurs agresseurs, mais aussi par leur propre gouvernement. Konrad Adenauer a établi une politique explicite de non-confrontation avec les autorités alliées concernant les incidents passés. Son gouvernement a demandé aux autorités locales de éviter toute enquête ou déclaration publique susceptible de créer des tensions diplomatiques inutiles. Les victimes allemandes ont été sacrifiées sur l'autel de la réintégration occidentale. Les médias allemands, contrôlés par des licences alliées, suivaient une politique éditoriale excluant systématiquement toute référence aux crimes sexuels commis par les forces d'occupation. Les rares mentions qui apparaissaient étaient immédiatement censurées, avec des menaces de révocation de licence pour les publications persistant dans leur propagande anti-alliée. Les organisations de victimes qui tentaient de se former étaient systématiquement découragées ou démantelées. Les groupes de femmes en quête de reconnaissance ou d'indemnisation pour les abus subis étaient confrontés à des intimidations judiciaires, à l'exclusion sociale et à des menaces de poursuite pour activités subversives. L'isolement des victimes était délibéré et efficace. La construction du récit héroïque allié devint une véritable industrie. Hollywood, financé en partie par les fonds du plan Marshall, produisit des dizaines de films glorifiant la libération alliée tout en omettant systématiquement toute référence aux crimes commis par les forces libératrices. Cette mythologie culturelle devint si puissante que même les victimes intériorisèrent la culpabilité d'avoir été maltraitées par les gentils. Des dossiers de la CIA, déclassifiés dans les années 1990, révèlent des opérations psychologiques spécifiquement conçues pour renforcer les récits positifs sur la libération des Alliés et contrer la propagande soviétique sur les crimes occidentaux. Ces opérations comprenaient le financement secret de livres, de films et de programmes éducatifs promouvant l'image héroïque des forces alliées. La guerre froide a fourni une justification supplémentaire au silence. Toute révélation sur les crimes alliés aurait été immédiatement exploitée par la propagande soviétique pour remettre en question la supériorité morale occidentale.
Les crimes sexuels sont devenus des secrets de sécurité nationale, protégés par la même logique que celle qui protégeait les projets nucléaires ou les opérations de renseignement. Les rares voix qui tentaient de briser le silence étaient systématiquement discréditées. Universitaires, journalistes ou militants qui enquêtaient sur ces questions étaient qualifiés de sympathisants communistes, de révisionnistes historiques ou simplement de antipatriotes. Leurs carrières étaient détruites, leurs recherches privées de financement et leurs découvertes marginalisées. Le docteur Wilhelm Hoffmann, médecin allemand qui a documenté des cas de viol dans son hôpital de Munich, a tenté de publier ses conclusions en 1952. Son manuscrit a été confisqué par les autorités d'occupation. Il a été arrêté pour possession de documents classifiés et a passé 6 mois en prison. Après sa libération, il n'a plus jamais évoqué le sujet publiquement. L'effondrement du Troisième Reich. La destruction de l'ordre allemand en 1945 ne fut pas un simple effondrement militaire, mais une désintégration totale des fondements civilisationnels qui avaient gouverné la société européenne pendant des siècles. Ce qui se déroula sur le sol allemand entre janvier et mai 1945 transcenda la guerre conventionnelle pour devenir un laboratoire de survie humaine où les règles les plus élémentaires de protection civile furent suspendues indéfiniment. Le vide d'autorité qui s'est créé après l'effondrement du nazisme était unique dans l'histoire européenne moderne. Contrairement à d'autres pays occupés où les structures civiles continuèrent de fonctionner sous supervision militaire étrangère, en Allemagne, ces structures furent délibérément détruites ou abandonnées. Il en résulta une anarchie totale dans de vastes régions où aucune institution ne protégeait la population civile. Les femmes allemandes se trouvaient dans une situation historiquement inédite. Elles étaient laissées sans protection au milieu de multiples armées étrangères opérant avec des codes de conduite, des niveaux de discipline et des attitudes variées envers la population civile. Ce manque de protection n'était pas accidentel, mais résultait de politiques délibérées des puissances alliées, qui estimaient que les civils allemands ne méritaient pas la protection normalement accordée aux populations occupées. La Convention de Genève de 1929, qui établissait des protections fondamentales pour les civils en territoire occupé, fut interprétée comme excluant spécifiquement les Allemands. Un mémorandum du département d'État américain de février 1945 stipulait que la population civile allemande ne bénéficie d'aucune protection conventionnelle en raison de la nature criminelle du régime nazi et de la complicité civile dans les crimes de guerre. Cette exclusion juridique créait une terra nullius morale où tout acte contre des civils allemands pouvait être justifié comme une punition collective pour les crimes nazis. Les femmes allemandes devinrent les principales victimes de cette logique, considérées comme des complices passives du nazisme et donc des cibles légitimes de vengeance sexuelle. L'effondrement logistique allemand a créé des conditions supplémentaires qui ont facilité les violences sexuelles de masse. Les systèmes de distribution alimentaire se sont complètement effondrés, laissant des millions de personnes dépendantes des soldats étrangers pour leur survie. Cette dépendance absolue a fait du sexe une monnaie d'échange, normalisant des transactions qui, en temps normal, auraient été clairement identifiées comme des viols. Maria Steinberg, veuve avec 4 enfants à Berlin, a décrit l'économie de survie qui en a résulté. Les soldats russes contrôlaient l'eau potable dans notre district. Mes enfants mourèrent de soif. Le sergent m'a dit que je pouvais avoir de l'eau si j'étais gentille avec lui. Était-ce un viol? Était-ce une question de survie? La file d'attente disparaissait quand vos enfants mouraient. Les déplacements massifs de population ont créé des occasions supplémentaires de violences sexuelles. Plus de 12 millions d'Allemands ont été expulsés des territoires de l'Est dans des conditions contraires à toutes les normes civilisées de transfert de population. Ces colonnes de réfugiés, composées principalement de femmes, d'enfants et de personnes âgées, ont été systématiquement attaquées pendant leur transit. Les routes allemandes devinrent des terrains de chasse où des soldats de diverses nationalités interceptaient des colonnes de réfugiés pour sélectionner leurs victimes. Les jeunes femmes étaient fréquemment séparées de leurs familles et ne furent jamais revues. Celles qui survécurent arrivèrent en Occident avec un traumatisme si profond que beaucoup ne purent jamais parler de leur expérience. Les camps de réfugiés établis par les autorités alliées sont devenus des marchés du sexe informel où administrateurs, gardiens et personnel de soutien exploitaient régulièrement des femmes désespérées. Un rapport de la Croix-Rouge de 1946 documentait que
Les relations transactionnelles entre le personnel des camps et les femmes réfugiées sont devenues systématiques et problématiques dans de nombreux établissements. L'effondrement du système de santé allemand a supprimé les protections supplémentaires offertes aux victimes de violences sexuelles. Des hôpitaux ont été bombardés, des médecins ont fui ou ont été arrêtés et des médicaments ont disparu. Les femmes violées se sont souvent retrouvées sans soins médicaux, ce qui a entraîné des infections, des grossesses non désirées et des traumatismes physiques permanents. Le docteur Hermann Stiev, gynécologue à Berlin resté pendant l'occupation, a documenté la crise médicale qui en a résulté. Nous recevions chaque jour entre 50 et 100 femmes victimes. Les structures familiales allemandes se sont effondrées sous le poids de la mort, des déplacements et des traumatismes sexuels massifs. Des millions de femmes se sont retrouvées veuves, orphelines ou séparées de leur famille. Privées de réseaux de soutien traditionnels et confrontées à la survie quotidienne, elles étaient particulièrement vulnérables à l'exploitation sexuelle par tout homme ayant accès aux ressources de base. L'absence d'un système judiciaire fonctionnel éliminait toute possibilité d'obtenir justice pour les victimes de violences sexuelles. Il n'existait ni police allemande pour recevoir les plaintes, ni procureur pour poursuivre les affaires, ni juge pour rendre la justice. Les tribunaux militaires alliés n'avaient compétence que sur leurs propres troupes et poursuivaient rarement les cas de violences sexuelles contre les femmes allemandes. Cette impunité légale fut délibérément maintenue par les autorités alliées, qui estimaient que la poursuite systématique des crimes sexuels contre les Allemands saperait le moral de leurs troupes et compliquerait l'occupation. La justice pour les victimes allemandes fut sacrifiée sur l'autel de l'expédition militaire. Les communautés allemandes ont développé des mécanismes d'adaptation qui ont fréquemment victimisé les femmes violées. La stigmatisation sociale des victimes de violences sexuelles s'est intensifiée dans des contextes où la rareté des ressources créait une concurrence féroce. Les femmes marquées par leur association sexuelle avec des soldats ennemis étaient fréquemment exclues des réseaux de soutien communautaires. Cette stigmatisation était particulièrement cruelle pour les femmes qui avaient échangé des faveurs sexuelles pour la survie de leur famille. Les communautés allemandes les accusaient de prostitution, tout en s'appuyant sur les ressources que ces femmes obtenaient grâce aux sacrifices sexuels. L'hypocrisie sociale ajoutait l'humiliation à un traumatisme déjà dévastateur. Les enfants nés d'un viol ont été confrontés à un rejet familial et social qui a perpétué le traumatisme de génération en génération. Selon des estimations prudentes, au moins 200 enfants sont nés suite à un viol commis par des soldats alliés. Nombre d'entre eux ont été abandonnés, donnés en adoption ou élevés par des mères incapables de surmonter leur propre traumatisme. La destruction physique de l'Allemagne a éliminé les espaces sûrs où les femmes pouvaient se réfugier pour échapper aux violences sexuelles. Les villes bombardées offraient d'innombrables lieux isolés où des crimes pouvaient être commis sans témoins. Maisons détruites, usines abandonnées et ruines urbaines sont devenues des lieux de violences sexuelles dont la dévastation physique est devenue quasiment inévitable. Bien que la documentation soit fragmentaire, certains chercheurs ont souligné que les institutions religieuses, telles que les couvents et les hôpitaux catholiques, n'étaient pas épargnées par ce type de violence. Des témoignages recueillis par des auteurs comme Anthony Beevor suggèrent que dans les zones rurales, des religieuses et des infirmières ont été attaquées lors de raids non supervisés. Ces attaques étaient rarement signalées ou enregistrées par les autorités d'occupation. Impossible d'affirmer qu'il s'agit d'enlèvements systématiques, de multiples disparitions de jeunes femmes ont été signalées dans les archives des comités de réfugiés entre 1945 et 1946. Les ruines urbaines servaient également de scènes de crimes récurrentes, surtout la nuit. Certains secteurs étaient évités par les Allemands eux-mêmes, conscients de leur réputation de zones à risque. L'absence d'éclairage, d'autorité et de surveillance transformait ces espaces en angles morts d'impunité. Bien qu'il n'existe aucune trace officielle d'avortement forcé dans les hôpitaux militaires alliés, certains témoignages de femmes affirmant avoir subi des interventions médicales sans leur consentement ont été conservés. Ces interventions, selon des rapports isolés, étaient justifiées comme des mesures prophylactiques face à l'effondrement généralisé de la santé, mais elles ont laissé de graves séquelles physiques et psychologiques. Ces pratiques peu documentées et peu reconnues n'étaient ni répandues ni nécessairement systématiques,
Mais elles révèlent une dimension supplémentaire de la souffrance des femmes dans l'Allemagne vaincue, celle de la violence médicale, symbolique et sociale, infligée à des corps déjà dévastés par la guerre. Le traumatisme collectif résultant de cette expérience a marqué durablement la psyché allemande d'après-guerre. Une génération entière de femmes a grandi avec un traumatisme sexuel non traité, créant des schémas de silence, de honte et de dysfonctionnement familial qui ont persisté pendant des décennies. Le rétablissement psychologique national a été entravé par l'incapacité à traiter publiquement ces traumatismes, dus aux politiques de silence imposées par l'occupant et maintenues par la suite par les autorités allemandes. La reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest s'est littéralement construite sur les corps traumatisés de femmes dont les expériences ont été systématiquement exclues du récit national. Le miracle économique allemand est né d'une société qui avait massivement réprimé les traumatismes sexuels sans les résoudre, créant ainsi des tensions psychologiques qui allaient subtilement influencer le développement social allemand pendant des générations.